Bienvenue dans Expat et compagnie, le podcast qui explore les histoires de ceux qui ont choisi de quitter leur pays d'origine pour partir à la découverte du monde et vivre de nouvelles aventures. À travers des témoignages uniques, ce podcast vous emmène au cœur de l'expatriation. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Expat et compagnie. Nous continuons la série Que sont-elles devenues ? Et en l'occurrence aujourd'hui, ce sera Que sont-ils devenus ? Puisque nous avons avec nous Charlotte et Jérémy, nos invités dans l'épisode 21 à l'époque, le 17 mai 2021. Bonjour Charlotte et Jérémy. Bonjour. Alors, on va remettre un petit peu de contexte à tout ça. Charlotte et Jérémy, est-ce que vous voulez vous présenter à nous en quelques minutes ? Quelques minutes. Charlotte et Jérémy. Alors, on est un couple de quarantenaires qui venons de la Franche-Comté et qui sommes aux États-Unis depuis à peu près, je dirais, 10 ans. On a vécu 7 ans à Los Angeles. Il y a eu le Covid, on en a eu assez. Du coup, on s'est dit, allez, on part sur la route pendant 2 ans et on cherche une autre ville où s'installer. Donc on a pris notre fille et on a fait 2 ans de road trip à travers les États-Unis jusqu'à finalement arriver ici, installée en Floride. Ok, 2 ans de road trip. À l'époque, durant l'interview, vous en étiez au tout début. Ça faisait quelques mois que vous étiez sur la route. Vous enchaîniez les Airbnb. Vous aviez une organisation presque militaire avec le chargement, le déchargement, le thermomix, etc. J'invite les auditeurs à réécouter l'épisode 21 pour écouter tout ça. Donc, vous étiez en road trip, tous les 3, avec votre fille Mia. Et qu'est-ce qui s'est passé ? À un moment donné, est-ce que vous vous êtes dit on continue encore quelques mois, on s'installe encore 1 an, encore 2 ans, comment ça s'est passé ? En fait, on a continué pendant un sacré moment après le podcast. Donc, comme Charlotte disait, on a continué pendant presque 2 ans au final. Ça nous plaisait beaucoup en fait d'être sur la route, de changer de contexte chaque semaine, de découvrir des nouvelles villes, des nouveaux gens. En plus, le Covid commençait un peu à se calmer après qu'on se soit parlé. Donc, les villes réouvraient, donc on les découvrait sous un nouveau jour. On a pu aussi rencontrer des gens qui étaient sur place, qui ont suivi nos vidéos, qui ont suivi ton podcast pour certains, et qui du coup nous disaient « Ah, si vous venez dans telle ville, venez nous voir, on ira boire un verre. » Ah, super ! On a vraiment profité de l'expérience jusqu'au bout. Ouais, et quand on a terminé notre premier tour, là où on avait commencé à Los Angeles en décembre 2021, on a reçu notre carte verte à ce moment-là. Donc on en a profité pour aller voir nos familles, se ressourcer un petit peu. On était vraiment prêts à repartir. On avait commencé à dessiner un plan pour un deuxième road trip. On prévoyait de monter en Alaska en voiture, vu que les frontières réouvraient, voilà, de commencer à étendre un peu le périmètre de tout ce qu'on faisait. Sauf qu'on a appris qu'une heureuse nouvelle, c'est que Charlotte était enceinte de notre petit deuxième. Et du coup, il a fallu prendre une décision vraiment de s'installer. Ouais. Il a un peu changé les plans, le petit Milo. Et donc, on a pris la décision de s'installer. On savait déjà, en fait, on a su assez rapidement, je dirais à l'été 2021, que la Floride nous plaisait. Ok. Et donc, on a un peu précisé les recherches à ce moment-là quand on a appris que Milo allait arriver. D'accord, donc en fait, dans votre premier road trip, donc l'idée c'était de faire une boucle en partant de Los Angeles et de revenir à Los Angeles 1 an après. C'est ça. Ce que vous avez fait, et vous aviez plus ou moins déjà décidé dans votre tête que la Floride, ce serait le bon endroit. Et alors, du coup, vous repartez en France, vous revenez, et là, pourquoi finalement pas aller directement en Floride ? Vous aviez encore envie d'aventure ? Vous aviez encore envie de road trip, c'est ça ? Ouais, alors c'est sûr qu'on était quand même reparti sur 1 an. Donc là, c'est dire, zut, du coup, on a beaucoup moins de temps. Parce que voilà, le temps que tu te rends compte, 2 mois de grossesse. Je me suis dit dans ma tête, allez, on était à Los Angeles à ce moment-là. Donc il fallait quand même qu'on retraverse le pays de toute manière pour aller jusqu'en Floride. Donc on s'est dit, on va retraverser le pays, mais sur du coup de 2 mois à 7 mois. On est arrivé en Floride, j'étais enceinte de 7 mois.
Donc le début de la grossesse, on l'a fait sur la route. Et on a fait un plus petit tour. Enfin, c'était pas un tour entier, on va dire. On a traversé en diagonale. On est passé par l'Utah, par des États comme le Texas qu'on avait déjà fait. Mais du coup, comme disait Jérémy, c'était réouvert. Donc Austin, par exemple, quand il y a de l'animation, c'est quand même plus sympa que quand c'est le Covid. Et donc on a refait le Colorado un petit peu pour arriver en Floride, du coup, quelques mois après, où j'étais enceinte de 7 mois. Et là, on a acheté une maison. Et du coup, on s'est posé à ce moment-là. Mais c'est vrai que la Floride, depuis le début, c'était une des destinations phares, mais après le premier tour, comme pour ceux qui vont entendre le podcast avant le savent déjà, mais chaque fois qu'on visitait une ville, on donnait une note à cette ville, avec des critères qu'on avait. Et à la fin du premier tour, c'est là qu'on a décidé de quelle ville était la gagnante, on va dire, donc notre ville idéale, qui n'était pas la Floride étonnamment, mais qui était Denver dans le Colorado. Mais les prix de l'immobilier à ce moment-là dans le Colorado étaient assez élevés. Et la Floride étant notre deuxième ville, Saint-Pétersbourg, là où on est actuellement, l'immobilier étant plus accessible, du coup on a choisi de s'installer en Floride. Ok, waouh, beaucoup d'informations. Alors déjà, Charlotte, félicitations pour ce deuxième bébé. Du coup, en Floride, l'accouchement, etc., j'imagine. Installation, nouvelle maison... mais moi j'ai plein de questions. Donc ouais, Denver sur votre classification était numéro 1 et c'est l'immobilier qui a fait basculer pour le numéro 2, la Floride. Ok, alors, pour ceux qui sont nuls en géographie, où est la Floride ? Alors, la Floride, c'est sur la côte est des États-Unis, c'est tout au sud de la côte est des États-Unis. En termes de climat, on est sur un climat plutôt agréable. Plutôt agréable, ouais. On peut dire ça comme ça. Tropical, légèrement assez humide en été, mais la température descend rarement sous les 20 degrés. Ouais, et ça faisait partie de vos critères aussi, un climat plus clément, plus estival, printanier. Ouais. Oui, tout à fait. On peut savoir, du coup, ce qu'il y avait sur votre liste de critères et qu'est-ce qui vous a fait aimer la Floride ? Ouais. D'ailleurs, la liste a un petit peu évolué avec le temps. Oui, c'est vrai. Au départ, donc on voulait un climat agréable, du soleil le plus possible. On voulait un aéroport international, pas trop loin. On voulait une ville... où on se sente bien, donc on avait un critère de ce qu'on appelait le kiff. Est-ce qu'on a kiffé ou pas la ville quand on visite ? Est-ce qu'on aimait l'ambiance ? Yes, le pourcentage de kiff. C'est ça. Le pourcentage, voilà. Et puis à l'époque, on avait une école française parce qu'on pensait que ça allait être important pour nous de mettre les enfants en école française. Et puis on en est revenu de ça finalement. Oui. Là, les 2 enfants sont dans des écoles publiques américaines et on est très content de ça. Mais on a été content là quand on est arrivé en Floride de pouvoir les mettre en école française. Mais la première année, elle était en école française, Mia. D'accord. Ouais. Parce qu'on le rappelle, donc Mia, elle avait 2 ans, si je dis pas de bêtises, en 2021. Ouais. Oh là là, ça paraît loin. Quand on a commencé le trip, elle a 2 ans, elle en a 6 maintenant, donc ça fait bizarre. Ouais, c'est ça. Maintenant, elle va à l'école et du coup, le petit deuxième, il a quel âge ? Il va avoir 3 ans du coup. Il va avoir 3 ans. Ok, 3 ans et 6 ans et ils vont tous les 2 à l'école américaine, l'école publique. Intéressant comme choix du coup. Donc tu disais que tu étais très content, enfin vous êtes tous les 2 très contents. Est-ce qu'il y a des différences que vous pouvez nous partager, des différences par rapport à l'école française ? Alors oui, alors au début c'est vrai que c'était bien de la mettre en école française parce que voilà, après 2 ans de Covid, même si Mia était née sur place, comme on n'avait pas beaucoup de contact à l'extérieur, son anglais n'était pas du tout développé. Donc c'était une méthode douce, une manière douce de recommencer l'école. Après, le problème c'est que du coup, elle parlant déjà français, toutes les classes étaient en français, donc en fait elle n'apprenait jamais l'anglais. Donc au bout de 3 ans, enfin au bout d'1 an d'école, elle parlait toujours pas anglais. Donc on s'est dit quand même, elle est née ici, c'est quand même dommage. Donc ensuite on a déménagé, pour être honnête, on est déménagé dans la même ville mais plus loin de l'école, on était à 40 minutes de route, donc c'était pas pratique pour nous. Et les écoles publiques qui sont à côté de chez nous étaient très bien notées, donc on s'est dit on va essayer. Et tout de suite ça a été le coup de foudre entre Mia et l'école américaine, je sais pas comment expliquer, mais super, dans l'école française elle a mis 3 mois à montrer le son de sa voix à la maîtresse parce qu'elle est une petite fille qui est très introvertie. Et arrivée à l'école américaine, on a mis dans une crèche en fait américaine avant pour que son anglais soit meilleur. Et une fois qu'elle est rentrée à 5 ans officiellement à l'école, la transformation. En fait, la grosse différence que je vois entre l'école française et l'école américaine, c'est la mentalité globale de l'école. C'est-à-dire qu'en fait, aux États-Unis, dans les écoles américaines, ils sont très très positifs, tout le temps.
Ils encouragent les enfants à tenter, essayer. C'est flagrant. Par exemple, nous, le matin à l'école, quand on dépose les enfants, on dit travaille bien à l'école aujourd'hui. Ici, ils disent amuse-toi bien. Donc, c'est vraiment le principe de base. C'est que tout ce que tu apprends, c'est en jouant, c'est en t'amusant. Ils ont des points, ils ont des couleurs, ils ont des stickers, ils ont plein de choses qui renforcent en fait le positif. Et ça donne une grosse confiance en soi aux enfants. Et Mia, ça a très très bien marché avec elle. Donc elle a appris à lire cette année, et à écrire. Et en fait, ils les laissent lire et écrire la première année un peu comme ils veulent, un peu en mode phonétique, parce qu'ils préfèrent que les enfants prennent des risques et essayent d'écrire, essayent de faire des dessins avec des mots, même si les mots sont compliqués des fois pour nous à déchiffrer. En fait, en phonétique, on arrive très bien à comprendre où elle veut aller, et on le voit encore. Elle nous a mis un petit mot ce matin, I want to be a princess, et bon, princess, c'était écrit comme elle le prononce dans sa tête, mais c'était compréhensible. Et ça, c'est complètement encouragé à l'école. En France, on serait un peu plus, je pense, difficile et pointilleux sur l'orthographe, la grammaire. Donc on a plus tendance à pointer là où on fait pas bien. Là, c'est vrai que le positif est hyper emphasé. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ils voient les choses. C'est un point de vue complètement opposé et c'est plus, essaie, et si tu rates, c'est pas grave. Ça se rapproche un peu de ce qu'on peut avoir en termes de management. Oui, tout à fait. En entreprise, hein, pour nous, adultes. Maintenant, est-ce qu'en termes de rythme scolaire, ils font plus ou moins d'heures? Comment c'est organisé pour la semaine, par exemple? Ah oui, alors c'est vrai que c'est complètement différent. C'est-à-dire que nous, on commence... Alors, l'école officielle commence à 8h45, mais on peut les déposer à partir de 8h15. Et ça termine à 2h45. Ils n'ont que 20 minutes pour manger le midi. Donc, il faut préparer les lunchbox, c'est-à-dire le petit repas. Parce qu'il y a une cantine, mais après, moi, personnellement, française, je ne veux pas qu'ils mangent de pizza, du mac and cheese et des nuggets tous les jours. Ce qui est la vérité, c'est les repas vraiment fournis là-bas. Donc, on a prévoit à manger et ils ont du lundi au vendredi. Après, c'est les activités extrascolaires, etc. Donc, c'est très tôt pour les gens qui travaillent de récupérer son enfant à 3h moins le quart. Mais il y a beaucoup de programmes d'after school, de garderie qui sont mis en place derrière si besoin. D'accord. Ça m'amène à ma prochaine question, du coup. À Charlotte, est-ce que professionnellement, est-ce que tu travailles aux États-Unis maintenant? Est-ce que tu es toujours danseuse de cabaret ou maman à plein temps? On se pose la question, est-ce que toi, tu peux aller chercher ta fille après 3h à l'école? Alors, oui, je peux aller la chercher après 3h à l'école parce que techniquement, du coup, quand on est arrivé, j'étais enceinte de Milo, j'ai accouché, donc le temps que tout se mette en place, on a acheté la maison, le retour à la vie normale, il a fallu un petit peu de temps. Une fois que Milo est allé à la crèche, là, je me suis dit, c'est le moment, on arrête de voyager, parce que c'est vrai que quand on voyageait, c'était bien, mais moi, j'étais coincée à la maison, vu que Jérémy, c'était celui qui travaillait à temps plein à distance. N'ayant pas d'école, voilà, moi, je gardais les deux. Et en fait, là, j'étais très contente de pouvoir reprendre une activité. Et donc, oui, j'ai repris une activité en lien avec le cabaret. Alors, je ne suis pas danseuse, je ne fais plus de spectacle. Par contre, je donne des classes de cabaret. Génial. Pour les femmes de tout âge, de tout niveau. Le concept, c'est pas tant de leur apprendre à devenir danseuse de cabaret, parce que clairement, c'est un niveau trop élevé, mais c'est d'utiliser le cabaret et les mouvements du cabaret pour apprendre à prendre confiance en soi, à mieux connaître son corps, parce que moi, c'est personnellement ce que ça a fait sur moi. J'étais pas du tout féminine, j'ai jamais dansé en talons, et quand je me suis mis à faire du cabaret, ça a été la révélation pour moi. Et je me suis rendu compte que oui, je pouvais être sexy, oui, je pouvais être féminine, oui, j'étais bien dans mes baskets, et du coup, je voulais utiliser ce principe-là de la danse pour faire la même chose sur les femmes qui pensent qu'elles ne sont pas féminines, qu'elles ne vont pas y arriver, qu'elles ne savent pas mettre des talons, etc. Voilà, c'est mon principe de maintenant. La féminité, ouais, voilà. La féminité, la souplesse, etc. Et pour donner un petit peu de contexte, toi, du coup, tu avais un passé de gymnaste, c'est ça? C'est ça. Et le côté souplesse t'avait aidé à rentrer dans le monde du cabaret qui n'était pas ton domaine de départ, hein. Tu étais éducatrice. Éducatrice de jeunes enfants, oui, c'est ça. Ouais, éducatrice de jeunes enfants. Et ensuite, oui. Ouais, du coup, je me souviens que tu nous avais aussi dit que tu avais donné des cours de danse à l'école ou en crèche, enfin, en tout cas auprès d'un jeune public. Et du coup, aujourd'hui, tu as changé de public et c'est les femmes
Les femmes, tu les aides à Oui. se réapproprier leur confiance en elles et par le mouvement, la Exactement. souplesse, j'imagine aussi. Très intéressant. Et Jérémy, du coup, est-ce que professionnellement, tu es toujours dans la même entreprise? Alors non, moi aussi j'ai changé d'entreprise, je suis dans le même domaine, j'ai changé d'entreprise, je suis dans le jeu vidéo maintenant, toujours à distance. Donc en fait quelques mois après qu'on se soit installé en Floride, j'ai reçu un appel d'un ancien client à moi qui m'a dit hey, on monte une division média, je travaille chez Riot Games, qui est une grosse entreprise de jeux vidéo qui font certains des jeux les plus populaires au monde. Et ils m'ont dit voilà, on a besoin de quelqu'un pour chapeauter tout le média chez Riot Games. Est-ce que ça t'intéresse? Puis ben voilà. Je les ai rejoints début 2022, pas longtemps après qu'on ait emménagé. Ok. Mais parce que du coup, on a eu la carte C'est verte. ça. Donc, l'avantage de la carte verte, c'est que tu peux changer de travail C'est ça, c'est sans ça. avoir le risque de te faire virer du pays, on va dire. Et vous avez eu la carte verte en 2022, c'est ça? Décembre À la- 2021. À la fin de notre premier tour, en fait, vraiment. Décembre 21. Ouais. À Alors la en fait, fin, c'est début 2023, pardon, que Ouais, j'ai pardon, changé ouais. de travail. J'ai changé. Juste après. Ouais. Ouais, du coup, en termes de visa, vous avez pas de soucis, vous avez tous les deux la green card, ou c'est la green card de Jérémy et toi, tu as le droit, Charlotte, d'être dessus? Alors, j'ai fait la demande, Comment maintenant ça je se suis passe dessus, mais du coup, moi aussi, maintenant j'ai ma carte verte. Là, c'est officiellement, on a les deux une carte verte. Donc, normalement, on est en sécurité. Ok, tous les deux la carte Ouais. verte. Ouais, ok, super. Et du coup, j'ai envie de poser la question pour les enfants. Est-ce que vos deux enfants ont la nationalité américaine et ou la double nationalité? Oui, du coup, ils ont la double nationalité. Vu qu'ils sont nés aux États-Unis, ouais, ils ont français et ils ont les deux passeports, français et américain. Ils ont deux passeports. Ok, d'accord. Et quels sont vos projets pour l'avenir? Est-ce que vous voulez rester aux États-Unis, rester en Floride? Les projets pour l'avenir, pour le moment, c'est finir notre carrelage. Franchement, on a un peu le nez dans le guidon. C'est vrai que c'était un peu bizarre pour nous de revenir dans une vie sédentaire, d'acheter une maison, parce que on n'avait pas de responsabilité, quoi. Quand on était en voyage, on avait notre voiture, nos enfants, nos Thermomix, comme tu dis si bien, notre chien, mais on n'avait pas de matériel, on n'avait rien. Et là, du coup, d'acheter une maison, on se retrouve d'un coup avec beaucoup de choses à gérer, autres que notre vie de tous les jours. Et donc, du coup, on veut mettre tout ça bien, qu'on soit bien installé. En plus, ce qu'on a oublié de te dire aussi, c'est qu'on ne s'est pas totalement arrêté de voyager parce que ça serait un peu violent pour nous de passer 2 ans de vie nomade à... Ah, passer 2 ans de vie nomade à ne plus rien faire du tout, c'était un peu trop violent pour nous. Donc on s'est fait une petite transition où quand on a voyagé en road trip, on avait un chien. On a perdu notre chien ici en arrivant en Floride. Donc on était quelque part plus trop limité à juste la Floride. oh mince. Donc les enfants n'allant pas encore à l'école, en transition, on est parti pendant 6 mois en avion. Et on a fait Seattle pour le travail. Et ensuite on a fait 3 mois au Japon et 3 mois à Hawaï avant de revenir en Floride. Donc on a fait quand même une petite parenthèse voyage entre ces 2 moments de vie sédentaire. D'accord. Et avec la green card, vous pouviez rentrer et sortir du territoire sans problème. Voilà, Ah oui. exactement. Donc on en a profité bien comme il faut. D'accord. Mais maintenant les enfants sont à l'école, donc on est un peu plus coincés en fait sur place pendant l'année scolaire, quoi. Donc Ouais. on voyage un peu moins, on dépense un peu plus d'argent dans la maison, mais je sais pas trop combien de temps ça va durer cette histoire parce que on a le virus du voyage qui nous titille un peu Ah quand oui, même. c'est ça, j'allais dire là, l'achat de la maison. D'ailleurs, comment ça se passe? Comment on achète une maison aux États-Unis? J'avais un petit peu ce cliché de me dire que les Américains étaient tous locataires et qu'ils achetaient vraiment pas trop. Est-ce que du coup, vous étiez posé la question d'acheter? Est-ce que c'était important pour vous d'acheter? Et... Pour nous, l'achat, c'était plus un moyen. Alors, quand on est parti, on avait laissé nos affaires en stockage à Los Angeles, donc on payait tous les mois pour juste stocker des meubles qu'on n'utilisait pas. Et puis c'était un moyen pour nous d'avoir un point de chute et on s'était dit on aura une maison et en fait on l'a acheté vraiment sans pression en se disant ça n'a pas besoin d'être la maison de nos rêves parce que c'est juste une maison qui doit être fonctionnelle, bien placée et qu'on mettra sur Airbnb quand on voyage. Et c'est vraiment ce qu'on a fait quand on est parti pendant 6 mois. On avait meublé la maison avec nos meubles, décoré comme on aimait bien et on est parti et on a mis la maison pendant 6 mois sur Airbnb. Et ça nous a grandement D'accord. aidé à payer les logements sur place, Ouais. ça a payé une partie du voyage, enfin, c'était super, Mhm. super bien. Et comme en plus c'est des meubles voilà, qui ont été en stockage pendant presque 2 ans, il n'y avait pas vraiment d'attache sentimentale sur tout ça, donc enfin, nous ça nous posait pas de souci de mettre ça en location. Ok, j'entends. Bah, c'est très malin au final, oui.
Pour l'achat de la maison, c'est quelque chose auquel on réfléchissait depuis un moment, mais financièrement à Los Angeles, c'était inaccessible pour nous, avec juste mon salaire et le salaire un peu plus fluctuant de Charlotte. C'était juste pas possible. Donc le déménagement en Floride, c'était aussi un des arguments de déménager, c'est que c'était 2 à 3 fois moins cher de venir acheter ici, donc beaucoup plus accessible. On a commencé à regarder, et ce qui est bien, c'est qu'on a pu être très raisonnable sur notre capacité d'emprunt par rapport Les Américains, en fait, paradoxalement, tu disais, ils sont locataires. Dans les grandes villes, ils ont tendance à être locataires. Dans les plus petites villes, ils ont tendance à acheter et ils ont tendance à se surendetter pas mal. Ce qui a expliqué pas mal de crises financières dans le passé, mais ils peuvent s'endetter jusqu'à 45% eux, pour la maison. Par rapport à nous, on est limité à plus 30, 33. Et donc nous là, comme on est arrivé avec mon salaire de Los Angeles dans un endroit un peu moins cher, on a pu être assez raisonnable et acheter une maison qui était bien en dessous de nos moyens, et donc que ce soit pas une énorme charge financière. Donc ça a permis de stabiliser financièrement ce qu'on paye tous les mois. On sait que quand on revient, on n'aura pas à chaque fois qu'on revient de voyage, on n'a pas à retrouver un endroit à louer. On a notre maison, on sait combien ça nous coûte, c'est prévisible. Et quand on s'en sert pas, on le met sur Airbnb. Donc on arrive à offsetter les coûts complètement. Ok, chouette, très très chouette. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'avenir ? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter ? Écoute, là, par rapport au voyage, parce que du coup, on n'en avait pas parlé, mais quand j'étais en voyage, j'avais donc une chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube est un peu monétisée, donc on va pas dire que je suis riche avec parce que c'est vraiment ridicule. Mais ça, pour moi, ça fait partie de mon travail. Et donc je l'avais arrêté quand on est arrivé ici parce que on voyageait moins, j'avais l'impression qu'il y avait plus grand chose à partager, etc. Et on a eu pas mal de gens qui nous ont relancés et du coup on s'est remotivés. Donc là on l'a relancé. On va partager du coup tous nos voyages au Japon, tous nos voyages à Hawaï, la vie en Floride, etc. Donc ça, c'est un nouveau chapitre qui à nouveau s'ouvre pour moi. C'est ça, d'accord. Donc voilà, je recommence ça et je recommence la danse. Donc pour moi personnellement, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que j'arrive à cumuler les deux. Du succès, dans ta vie de youtubeuse. Plus les rôles de maman, voilà, les deux business, plus le rôle de maman, sans perdre pied, parce que j'avoue que ce mois-ci, c'était un peu compliqué pour moi. J'ai l'impression que c'était chaotique, on va dire, donc il faut que je retrouve un rythme. Je mettrai le lien de votre chaîne en description. Allez les soutenir. Merci. Et puis pour Jérémy, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut qu'on te souhaite ? Moi je suis bien, franchement je suis très content de là où on est, la vie est douce ici, les enfants sont heureux. T'as l'air de très épanoui, moi je suis épanoui aussi, donc c'est beau. Que ça continue. Ça continue, voilà. Que ça continue. Je suis pas plus exigeant que ça, je nous considère très chanceux déjà. Ouais, super. Je pense qu'on va terminer sur ces jolies paroles. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, un dernier petit conseil, une petite anecdote, quelque chose à partager avec nos auditeurs. Donc j'ai pensé à une petite anecdote qui est sympa, c'est que au cours de l'année dernière, on a rencontré une famille de Français qui sont venus s'installer aussi à Saint-Pete. Ils nous ont dit qu'en fait, ils sont venus s'installer à Saint-Pete parce qu'ils ont vu nos vidéos et que ça les a inspirés à se bouger, à changer de vie, à aller chercher à devenir plus heureux. Et donc, ils ont eu là récemment, ils sont venus ici. Ils nous ont contactés sur Instagram et du coup, on les a rencontrés et c'est devenu de très bons amis. Et là, ils viennent d'obtenir leur visa pour pouvoir venir officiellement s'installer ici en tant qu'investisseurs et ça. Et donc, ils viennent monter des entreprises ici. Donc, c'est super chouette pour eux. On est content et de voir que ça a pu inspirer des gens, c'est super cool. Ah mais on fait de très très belles rencontres avec le podcast, avec les réseaux, avec vous la chaîne YouTube. Ouais. Enfin, moi je trouve ça vraiment sympa et c'est pour ça aussi que je suis ravie de prendre des nouvelles de mes invités parce que au-delà d'un épisode, moi c'est des personnes. Enfin du coup je suis plein de personnes que je suis avant t'y retrouve d'ailleurs parce que ouais. Il y en a beaucoup là maintenant à suivre. Parfait. Mais c'est pour moi vous êtes un exemple de famille qui se met pas de barrière pour réaliser ses rêves et non, vous êtes super inspirants. Je suis ravie de vous avoir eu aujourd'hui sur Expat et compagnie, Charlotte et Jérémy. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à tout le monde qui a écouté le podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Expat et compagnie. Si cela vous a inspiré, partagez cet épisode autour de vous, laissez-nous un commentaire
et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer la sortie de nos nouveaux épisodes tous les 15 jours. À bientôt!